Je suis heureux et fier d'être ici des années après avoir entendu la musique pour la première fois, afin de célébrer l'homme qui l'a écrite. Je sais comment faire des films. J'ai fait une école de cinéma. J'ai un don pour ça. Je l'ai très bien étudié et pratiqué, et je sais ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, ne faites pas ces films d'art et d'essais abstraits. Je vous mets au défi de faire une comédie. J'ai dit, pour l'amour de Dieu, j'ai 23 ans. Je peux faire une comédie. Je peux tout faire. À 81 ans, George Lucas vient de briser le silence. L'homme qui a créé Star Wars cachait quelque chose depuis des décennies. Un ensemble d'idées, de personnages, de livres et de toutes sortes de choses. On pourrait continuer à faire Star Wars pendant les 100 prochaines années. En 1962, un accident de voiture a failli le tuer. Les médecins ont dit qu'il ne s'en sortirait pas. Mais ce qui s'est passé pendant ces 4 mois de convalescence allait changer le cinéma à jamais. Aujourd'hui, après des années de silence, Lucas révèle la véritable histoire. Finalement, ils ont dit « D'accord, on va faire ça, mais il faut qu'il y ait une grande star ou un grand nom associé au film. » J'ai dit « Eh bien, c'est un film sur des adolescents. Je ne peux pas avoir une star associée au film. » Les trahisons qui l'ont presque détruit, le secret qu'il a gardé à ses propres acteurs et la décision choquante qui lui a coûté des milliards. Ce qu'il avoue vous fera voir Star Wars différemment. George Lucas est né le 14 mai 1944, à Modesto, en Californie. Son père possédait une papeterie et exploitait une petite ferme de noyers. Sa mère était souvent hospitalisée en raison de problèmes de santé de longue durée, ce qui laissait un vide silencieux dans la maison. George a grandi dans un foyer méthodiste strict, où le travail acharné et la discipline étaient primordiaux. Son père s'attendait à ce que lui et ses frères et ses sœurs reprennent un jour l'entreprise familiale. Mais George était différent. En juillet 1955, lorsque Disneyland a ouvert ses portes pour la toute première fois, la famille Lucas s'y est rendue. Cette visite a profondément marqué le jeune George. Les attractions, le fantastique, la narration, tout cela a remué quelque chose en lui qui ne s'est plus jamais apaisé. Enfant, George était obsédé par la science-fiction. Il ne se lassait pas d'émissions comme Flash Gordon et Buck Rogers. Il lisait constamment des bandes dessinées et dessinait des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres dans ses cahiers. Il dévorait également des livres d'aventure comme Robinson Crusoe et L'île au trésor. Mais Flash Gordon était son préféré. Il regardait les feuilletons religieusement après l'école. Cette obsession était plus qu'un simple passe-temps. Il a commencé à construire des histoires dans sa tête, à créer de nouveaux mondes étranges et à esquisser des idées. Des années plus tard, lorsqu'il a voulu faire un film Flash Gordon mais n'a pas pu obtenir les droits, cette obsession d'enfance s'est transformée en quelque chose d'entièrement nouveau, Star Wars. Mais grandir n'a pas été facile. Au lycée Thomas Downey de Modesto, George était petit, timide et introverti. Il mesurait à peine 1,70 à l'âge adulte et, pendant ses études, il est devenu une cible facile pour les brutes. Il se sentait invisible la plupart du temps, préférant s'évader dans les livres, les modèles réduits de voitures et les vieux feuilletons. Il évitait les foules et les conflits, mais en cours de photographie, quelque chose a changé. Derrière l'appareil photo, George n'était plus une cible, il était un observateur. Ses professeurs ont commencé à remarquer qu'il avait le sens de la composition et de la narration. Même s'il restait discret, ses premières difficultés ont façonné sa façon de penser les personnages. Il a commencé à se soucier des opprimés, des marginaux et de tous ceux qui ne correspondaient pas vraiment. Ses notes scolaires étaient au mieux moyennes, surtout des C et des C-. Il a ouvertement admis qu'il passait la plupart de ses cours à rêvasser et qu'il ne se souciait pas beaucoup de l'école. Il aimait 2 choses, les voitures et les appareils photo. Il passait des heures après l'école à travailler sur une petite voiture italienne jaune appelée Ottobiani Bianina. Elle était basée sur la Fiat 500 et George était complètement obsédé par les courses automobiles. Parallèlement, il utilisait la caméra 8 mm de sa famille pour filmer des courses automobiles autour de Modesto.
Ses parents pensaient que tout cela était une distraction. Mais ce n'était pas le cas. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Tout a changé le 12 juin 1962. 3 jours seulement avant sa remise de diplôme, George rentrait chez lui au volant de sa Biancina modifiée. Un camarade de classe, nommé Frank Ferrer, roulait à toute vitesse dans une grosse Chevrolet Impala et a essayé de dépasser George au moment où il tournait dans l'allée de sa famille. La Chevy a percuté la petite voiture de George. La Bianina a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un noyer. L'accident était si violent que le lendemain, une photo de la voiture déformée est apparue à la une du Modesto Bay. Frank, dans sa grosse voiture, s'en est sorti indemne, mais la ceinture de sécurité de George a cédé. Cela lui a peut-être sauvé la vie, car elle l'a éjecté de la voiture quelques instants avant qu'elle ne se froisse comme du papier contre l'arbre. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, George ne respirait plus. Il n'y avait plus de battement de cœur. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital où il a frôlé la mort. Ses poumons étaient écrasés, ses côtes étaient brisées. Il vomissait du sang et sa peau est devenue bleue. Pendant 2 semaines, il a été en soins intensifs, se raccrochant à la vie. Les médecins pensaient qu'il ne s'en sortirait pas, mais il s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Plus tard, George a déclaré que l'accident lui avait fait comprendre à quel point la frontière entre la vie et la mort est mince. Cet accident a complètement changé sa façon de penser. Il a dit « J'ai décidé que j'allais faire quelque chose de ma vie ». Pendant les 4 longs mois qu'il a passés à se rétablir, George n'a pas pu faire les activités physiques qu'il aimait. Alors, il s'est bien mis à lire. Il a dévoré des livres sur la mythologie, la philosophie et l'anthropologie. Il est passé du statut de mauvais élève à celui de personne profondément curieuse du monde. Il a réfléchi à sa vie et à son avenir. Cette période passée au lit lui a donné un nouvel objectif. Il a également commencé à lutter contre la culpabilité du survivant. Il n'arrêtait pas de se demander pourquoi il avait survécu. Cette question le suivrait pendant des années et ferait partie des thèmes plus profonds de ses histoires. Le but, le destin et le voyage discret d'un héros. Lorsqu'il s'est rétabli, George s'est inscrit au Modesto Junior College. Il a étudié la psychologie et la philosophie, les matières qu'il avait autrefois ignorées. Ses notes se sont améliorées. Il a suivi son premier cours de cinéma. Et même s'il ne faisait plus de courses automobiles, il prenait toujours des photos de courses automobiles depuis les coulisses. Grâce à cette activité plus sûre, il a rencontré le directeur de la photographie, Haskell Wexler, un autre passionné de courses automobiles. Wexler a vu quelque chose en George. Il l'a encouragé à postuler à la School of Cinematic Arts de l'USC. En 1965, George a obtenu son diplôme d'associé et a été transféré à l'USC. C'était la fin de son rêve de course, mais le début de tout le reste. À l'USC, George s'est investi à fond. Il a suivi 2 années de cours de premier cycle en une seule année. Il avait 21 ans lorsqu'il a rejoint le programme. Il s'est lié d'amitié avec d'autres futurs cinéastes comme Walter Murch, John Milius et Caleb Dessel. On les a ensuite appelés la Dirty Dozen. Vous constaterez que si vous allez à Hollywood, j'espère que vous ne le ferez pas, car vous ne voulez pas être opprimé par des gens qui ne sont pas aussi intelligents que vous. Lester Novos, un professeur qui l'a profondément influencé, enseignait la couleur, la lumière et le mouvement plutôt que la simple narration. Un autre mentor était Slavoj Vorkapich, qui lui a appris comment le montage pouvait manipuler le temps et les émotions. Ces leçons allaient façonner le style cinématographique distinctif de Lucas. En 1967, George a créé un court-métrage intitulé Electronic Labyrinth, THX 1344E. Il s'agissait d'un film dystopique de 15 minutes sur un homme qui s'échappait d'un état de surveillance. Ce qui a choqué les gens, c'est l'aspect et le son avancé du film pour un film étudiant. Lucas avait trouvé un moyen astucieux d'accéder gratuitement à des ressources coûteuses. Il s'est porté volontaire pour enseigner un cours de marine non désiré à l'USC
ce qui lui a donné un accès illimité aux films couleur et au développement en laboratoire. Les hommes de la marine sont devenus son équipe et ses acteurs. Il a filmé dans des lieux réels comme LAX et Où ciel est la nuit. Le produit final lui a valu la bourse Samuel Warner Memorial et un stage de 6 mois chez Warner Brothers. Des années plus tard, la Bibliothèque du Congrès l'a conservé dans le National Film Registry. À l'USC, Lucas ne s'est pas contenté de travailler dur. Il dormait à peine. Il passait 18 heures par jour à monter des films, souvent à expérimenter tard dans la nuit. Il a formé un petit groupe appelé le Clean Cut Cinema Club avec Don Glutt et Chris Lewis. Ils ont créé une société appelée Sunrise Productions. Lucas a même utilisé le nom de Lucas Beaumont pendant un certain temps. Leur plus grand projet était un film qui n'a jamais été terminé, intitulé 543. Il était censé être un faux documentaire sur un faux film de plage appelé Orgy Beach Party. C'était étrange, créatif et en avance sur son temps. C'est à cette époque que George s'est également lié d'amitié avec Steven Spielberg et Martin Scorsese. Juste après l'université, un événement inattendu s'est produit. Lucas a été enrôlé pour la guerre du Vietnam. Il avait 23 ans, mais lors de l'examen médical, les médecins ont découvert qu'il souffrait de diabète de type 2, hérité de son grand-père. Combiné à ses anciennes blessures pulmonaires dues à l'accident de voiture, il a été classé 4F, ce qui signifiait qu'il était médicalement inapte au service. Ce rejet l'a profondément marqué. Cela l'a amené à réfléchir de manière critique à la guerre et au pouvoir. Il est devenu profondément sceptique à l'égard des gouvernements et des figures d'autorité. Il avait autrefois voulu faire un film étudiant sur un soldat combattant un avion. Cette idée a ensuite évolué vers Apocalypse Now grâce à des discussions avec Francis Ford Coppola. Son contact avec la guerre, bien qu'indirect, a contribué à façonner les thèmes de rébellion dans Star Wars et THX 1138. Mais avant que Star Wars n'atteigne un écran de cinéma, George Lucas a failli tout perdre. Tout a commencé avec un film intitulé THX 138. Il l'a réalisé avec seulement 777 000 $. C'était étrange, froid et artistique. Mais lorsqu'il est sorti dans les salles, le public l'a boudé. Il n'a rapporté que 2,4 millions de $. Cet échec a été dévastateur. Lucas a dû personnellement rendre son avance à Warner Brothers. La pression était si forte qu'elle a failli mettre fin à sa carrière de réalisateur avant même qu'elle n'ait commencé. Il a réalisé quelque chose de douloureux. S'il voulait survivre, il ne pouvait pas se contenter de faire des films pour lui-même. Il devait penser à ce que les gens voulaient regarder. Cet échec, amer, humiliant et coûteux, est discrètement devenu la raison pour laquelle Star Wars a existé. Il lui a enseigné la vérité brutale sur Hollywood. Si THX 1038 avait été un succès, Lucas aurait peut-être passé le reste de sa vie à faire des films d'art obscur. Mais la douleur l'a changé. J'ai réalisé à un moment donné que je devais prendre ma retraite et que je voulais faire d'autres choses. Des choses dans la philanthropie, et ce qui a empiré les choses, c'est la trahison. Warner Brothers n'a pas seulement retiré son financement, ils l'ont humilié. Ils ont forcé Coppola à rendre son avance. Ils ont tué 6 autres films que sa société prévoyait de réaliser. Et sans avertissement, ils ont supprimé 5 minutes de THX 1038 sans demander à Lucas. Il avait les droits de montage final, mais ils ont ignoré cela. Furieux, Lucas et son équipe ont volé une copie du film sur le terrain de Warner pour les empêcher d'apporter d'autres modifications. Lucas a déclaré plus tard qu'il n'y avait aucune raison pour eux de le faire, si ce n'est pour exercer un certain pouvoir. Il s'est senti utilisé. Cette expérience a laissé une cicatrice qui a façonné son obsession future de garder le contrôle. Il n'a jamais oublié ce que c'était que de perdre sa voix. Les dégâts ne se sont pas arrêtés là. American Zoetrope, la société que Lucas avait aidé à construire, était un désastre financier qui n'attendait que de se produire.
En 1990, elle était ensevelie sous 28,8 millions de dollars de dettes, avec seulement 22,1 millions de dollars d'actifs. Coppola, à lui seul, devait 3 millions de dollars à Darien Development. 16,2 millions de dollars supplémentaires étaient dus à Hot Weather Film et 6,2 millions de dollars à Orion Pictures. Déjà, en 1983, son studio sœur avait fait faillite. Lucas s'était déjà retiré, observant à distance de sécurité. Il avait appris après THX 1138 qu'il devait se protéger. Il a vu ce qui arrivait lorsque les cinéastes poursuivaient des rêves sans plan financier. Mais ensuite, tout a changé avec un film auquel personne ne s'attendait. American Graffiti est sorti en 1973. Il a été réalisé pour seulement 775 000 $. Il a rapporté 15 millions de dollars. C'est près de 15 000 % de retour sur investissement. Soudain, The Kid Who Failed avec THX avait un succès qui a dominé le box-office de l'été. Il a même écrasé de gros films comme Live and Let Die, qui a rapporté 35,4 millions de dollars. Il a engagé des inconnus. Harrison Ford n'avait qu'un petit rôle. Paul Lama a remporté un Golden Globe. Universal n'a jamais cru que cela fonctionnerait, mais cela a si bien fonctionné que Lucas était enfin libre. Il a obtenu ses premières 13 nominations aux Oscars. Plus important encore, il a eu la liberté de réessayer. Cette fois, il voulait aller dans l'espace. En 1973, Lucas a commencé à rédiger Star Wars, mais sa première version était embarrassante. Il l'a appelé Journal of the Whills. Il a volé des répliques du roman d'Edgar Rice Burroughs de 1931, A Fighting Man of Mars. Pire encore, Lucas a copié des parties du livre de Donald Ritchie sur Akira Kurosawa. Si quelqu'un l'avait découvert, cela aurait pu le ruiner. Mais au lieu d'abandonner, Lucas a continué à réécrire. Pendant 3 ans, chaque jour, pendant 8 heures, il a travaillé. Il a lentement transformé la pulpe volée en quelque chose d'original. Il a découvert le livre de Joseph Campbell intitulé « Le héros aux 1001 visages ». C'est devenu son guide. Il n'a pas abandonné. Il a transformé la honte en mythe. Disney a dit « Tiens » ou Bob Iger a dit « Tiens, si tu veux vraiment vendre ton entreprise, si tu penses à la vendre, parce que nous parlions de la retraite et de ce que tu vas faire après tout ça. » Puis vint l'accord qui a changé l'histoire. En 1975, la 20th Century Fox lui a accordé un contrat pour Star Wars. Il n'y croyait pas. Il pensait que c'était un projet vaniteux. Lucas a offert de réduire son salaire de 500 000 $ à 150 000 $ en échange de tous les droits de suite et de merchandising. Ils ont ri et ont accepté. Ils pensaient que les jouets ne valaient rien et rien. Mais cette seule décision a coûté des milliards à la Fox. En 2014, la franchise Star Wars valait 37 milliards de dollars. Les jouets, à eux seuls, rapportaient 5 milliards de dollars par an. En 2016, Lucas avait essayé de vendre les droits, des jouets à plusieurs sociétés. Seul Kenner a dit oui pour seulement 100 000 $ et une réduction de 5 % par jouet. Cette erreur a fait de Lucas un milliardaire et il ne l'a jamais oublié. Je connais l'héritage qui existe, mais vous savez, je dois juste faire mon travail chaque jour et travailler. Vous savez, ça ne rend pas l'écriture plus facile, je vous le dis. Absolument. Cela ne rend non même pas la réalisation beaucoup plus facile. Mais faire Star Wars n'était pas magique. C'était un cauchemar. Le tournage a commencé en Tunisie le 22 mars 1976. Le deuxième jour, le désert a connu sa première pluie hivernale en 50 ans. Le tournage s'est arrêté. Les membres de l'équipe ont eu la dysenterie. Le concepteur de créatures, Stuart Freeborn, a contracté une pneumonie et a dû être hospitalisé à Londres. Les moteurs de R2-D2 ont lâché. Le costume de C3PO s'est cassé et a coupé le pied d'Anthony Daniels. Les accessoires ne fonctionnaient pas. Lorsqu'ils ont déménagé au studio LRI à Londres le 7 avril, l'équipe britannique s'est moquée du film. Ils l'ont qualifié de dessin animé pour enfants.
Ils ont refusé de travailler après 17h40, sauf s'ils étaient payés en heures supplémentaires. Kenny Baker, l'homme à l'intérieur de R2D2, a admis plus tard qu'il pensait que ce serait un flop. Tout le monde l'a traité comme une blague. Lucas se sentait seul. Les effets étaient pires. Lucas avait créé une société appelée Industrial Light and Magic parce que personne d'autre ne pouvait faire ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il a visité ILM pendant la post-production, il n'avait terminé que 7 plans. Il a dit qu'un seul était utilisable. Le coût a dépassé 1 million de dollars sur un film avec un budget de seulement 11 millions. Lucas était furieux. L'équipe était lente, détendue. Distra, le superviseur, ne pouvait pas la contrôler. Lucky est intervenu. Il a renvoyé son monteur. Il a travaillé les week-ends. Il a coupé des scènes. Lui-même, il a fait tout ce qu'il fallait. Sans lui, Star Wars aurait ressemblé à une blague. Il l'a sauvé en se saignant à blanc. La pression a failli le tuer. Lucas avait 28 ans. Il venait de se disputer à nouveau avec Dijkstra lorsqu'il a ressenti une vive douleur dans la poitrine. Il a cru qu'il faisait une crise cardiaque. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un stress extrême et d'hypertension. Les médecins lui ont dit d'arrêter ou de risquer sa vie. Sur le plateau, même Harrison Ford se moquait des dialogues. Lucas pensait que le film serait un échec. Il était épuisé. Il a décidé sur le champ qu'il ne réaliserait jamais de suite à Star Wars. Il ne pouvait pas revivre ça. Mais il a tenu le coup juste assez longtemps. Le film a rapporté 775 millions de dollars. Cela a tout changé. Et lorsque la suite est sortie, Lucas a fait quelque chose de choquant. Il a gardé le plus grand secret de l'histoire du cinéma. Il a décidé que Dark Vador serait le père de Luke. Mais seul lui et Mark Hamill le savaient. Le scénario disait autre chose. Obi-Wan a tué votre père. Même l'acteur à l'intérieur de Vador ne le savait pas. David Pro a prononcé de fausses répliques. James Earl Jones a enregistré la vraie plus tard. Lucas a gardé la vérité bien verrouillée. Lorsque le film est sorti, le 21 mai 1980, le monde a été stupéfait. C'était le plus grand rebondissement du cinéma et personne ne l'avait vu venir. Mais en coulisses, Lucas risquait à nouveau tout. Il a payé l'Empire contre-attaque avec son propre argent. Il a obtenu un prêt de 18 millions de dollars. S'il échouait, il était ruiné. Les coûts ont augmenté. Le stress a augmenté. Sa relation avec le producteur Gary Kurtz s'est fissurée. Kurtz a déclaré que tout le monde était affecté par la pression. Mais Lucas n'a pas renoncé au contrôle. Le film a rapporté 538 millions de dollars. Le risque a payé et Lucas a conservé les droits sur tout. Puis la catastrophe est arrivée. Juste avant le tournage, un incendie a détruit le plateau 3 des studios Elstree. Les camions de pompiers n'ont pas pu arriver rapidement car les routes étaient bloquées. Tout a brûlé. Les décors ont été perdus. Le tournage a été retardé de 3 mois. Stanley Kubrick, qui tournait Shining à proximité, a utilisé l'incendie comme excuse pour réclamer plus d'espace. L'équipe de Lucas était furieuse. Le producteur Gary Kurtz a déclaré que c'était la partie la plus difficile du film. Reconstruire 64 décors n'était pas seulement coûteux. Cela a failli les briser. Cette production a détruit l'amitié de Lucas avec Kurtz. Ils avaient travaillé ensemble pendant 10 ans. Kurtz avait produit American Graffiti et le premier Star Wars. Mais avec l'Empire, Lucas avait transformé Lucasfilm en une entreprise massive. Il a commencé à embaucher des personnes de l'extérieur. Il s'est concentré sur les jouets. Kurtz détestait ça. Il voulait que l'histoire compte. Lucas a blâmé Kurtz pour chaque retard. Ils ont cessé de se parler. Que Kurtz ait démissionné ou ait été renvoyé, ils n'ont plus jamais travaillé ensemble. Avec l'argent de Star Wars, Lucas a construit une forteresse. En 1978, il a acheté un terrain pour ce qui allait devenir le Skywalker Ranch. Il couvrait 4,700 acres. Il a dépensé 100 millions de dollars pour le construire. Il avait sa propre caserne de pompiers, un lac qu'il a nommé d'après les Ewoks, un théâtre privé appelé le Stag et même des vignobles.
mais la plupart des terres ont été laissées à l'état sauvage. C'était plus qu'un studio. C'était l'évasion de Lucas. C'était si privé que même le président Reagan n'a pas été autorisé à le visiter. Lucas voulait la paix. Il l'avait gagnée. Puis il s'est associé à Spielberg. Ensemble, ils ont réalisé Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ils voulaient que tout semble réel. Le 27 mai 1980, ils ont rencontré ILM pour planifier les cascades et les effets spéciaux. Ils ont choisi le danger plutôt que la sécurité. Des gens se sont blessés, mais Lucas et Spielberg n'ont pas arrêté. Ils croyaient aux effets pratiques. La scène d'ouverture des Aventuriers a été brutale à filmer, mais elle est devenue emblématique. Ils chassaient la vérité, même si cela causait de la douleur. En 1944, George Lucas a sorti un film qui allait accidentellement changer Hollywood à jamais. Indiana Jones et le Temple maudit a choqué le public avec des scènes qui étaient trop fortes pour une classification PG. Les gens ont regardé avec horreur le cœur d'un homme être arraché de sa poitrine alors qu'il battait encore. Des enfants ont été fouettés comme des esclaves et un sacrifice humain s'est terminé avec un homme brûlant vif. Les parents étaient furieux. Ils avaient emmené leurs enfants en s'attendant à une autre aventure amusante comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, mais au lieu de cela, ils ont eu du carburant pour les cauchemars. Lucas a admis plus tard que Steven Spielberg et lui traversaient des moments sombres. George était en plein divorce. Steven venait de rompre avec sa petite amie. Leur douleur s'est infiltrée dans le film. Le tollé a été si fort qu'il a forcé Hollywood à créer une nouvelle catégorie de classification. 2 mois seulement après la sortie du film en juin 1984, la classification PG-13 est née. Les premiers films à l'obtenir ont été Red Dawn et The Woman in Red, et tout a commencé à cause du chagrin d'amour de Lucas. 1 an plus tôt, en 1983, la vie personnelle de Lucas s'était effondrée. Le 16 juin, le Modesto B a annoncé que George et sa femme, Marcia, divorçaient. Marcia n'était pas seulement sa femme. Elle était également une monteuse oscarisée et une force clé derrière Star Wars. Elle avait monté le film original et avait contribué à façonner sa puissance émotionnelle. Elle était le cœur de Lucasfilm, organisant des fêtes et assurant la cohésion de l'équipe pendant que George se concentrait uniquement sur le travail. Lors de leur séparation, Marcia a reçu entre 35 et 50 millions de dollars en espèces. C'était plus que le budget d'un film Star Wars à l'époque. Lucas venait de sortir Le Retour du Jedi et les ventes de produits dérivés Star Wars commençaient à baisser. Perdre sa femme, sa partenaire et la moitié de sa fortune en même temps l'a anéanti. Il avait promis de faire une pause pour passer du temps avec elle et leur fille, mais il n'a jamais cessé de travailler. Et cette erreur allait tout lui coûter. Pour survivre financièrement, Lucas a commencé à vendre des parts de sa société. L'une de ses divisions était un petit groupe d'experts en infographie qui travaillait discrètement depuis 1969. En février 1986, George les a transformés en leur propre société. Il ne faisait pas preuve de vision. Il était désespéré. Steve Jobs a acheté l'équipe pour seulement 5 millions de dollars et a ajouté 5 millions de dollars de son propre argent pour la maintenir en activité. Cette équipe est devenue Pixar. Au début, ce fut un désastre. Leur matériel, l'ordinateur d'imagerie Pixar, s'est à peine vendu. L'Edit Droid System a également échoué avec seulement 24 unités fabriquées. Jobs a dû verser 50 millions de dollars de son propre argent juste pour maintenir Pixar en vie. Mais la société s'est lentement tournée vers l'animation et ce que Lucas considérait comme un projet raté allait devenir l'une des sociétés de divertissement les plus prospères au monde. Il y avait renoncé juste pour rester à flot. Lorsque Lucas est revenu à Indiana Jones en 1989 pour la dernière croisade, les choses ne se sont pas non plus déroulées sans heurts. Sean Connery a joué le rôle du père d'Indiana, ce qui introduit les propres problèmes de Lucas avec son père dans l'histoire, mais le tournage était dangereux. Dans une scène, un avion est endommagé en plein vol par accident
et cette scène a dû être retournée encore et encore en raison d'erreurs techniques. La poursuite en char a failli tuer des cascadeurs à plusieurs reprises. Harrison Ford était en fait suspendu à un canon de char en mouvement. Les nouveaux effets numériques ont créé encore plus de problèmes. Le moment où Donovan vieillit rapidement et se transforme en poussière a été la première scène entièrement numérique d'un film. Il a fallu 3 mois pour terminer ces quelques secondes. Dans une autre partie, un cascadeur a dû tomber de 10 mètres à travers un plancher entouré de lames en mouvement. C'était terrifiant, mais le film a fonctionné. Ce fut un énorme succès. Pourtant, Lucas était fatigué. Après cela, il n'a plus participé directement à la réalisation de films pendant plus de 10 ans. Dans les années 1980, Lucas avait également essayé de changer la façon dont les films étaient montés. Il a construit quelque chose appelé Edit Droid par le biais d'une société appelée DroidWorks. Il s'agissait d'un système de montage numérique avec une chronologie et un écran large des années en avance sur Final Cut Pro ou Avid. Il est apparu pour la première fois en 1984, mais personne n'était prêt. Seules 24 unités ont été fabriquées. DroidWorks a fermé ses portes en 1987, mais Lucas n'a pas oublié. En 1993, Avid a acheté le logiciel et soudain, tout le monde voulait un montage numérique non linéaire. Lucas a commencé à poursuivre les sociétés qui copiaient son système. Ces batailles juridiques ont établi les règles du fonctionnement des brevets de montage à Hollywood pendant des décennies, même si sa propre invention avait échoué. Puis vint le 19 mai 1999. La menace fantôme est sortie dans les salles. Les fans étaient enthousiastes. Mais en quelques jours, toute l'excitation s'est transformée en rage. Un personnage est devenu le centre de toute cette haine. Jar Jar Binks. Les gens disaient qu'il était un stéréotype raciste, comme quelque chose tiré d'un vieux spectacle de ménestrel. L'acteur Ahmed Best a reçu plus de 10 000 emails de haine chaque jour. Lors d'une convention de fans en 2000, Iles a été confronté à des personnes criant des insultes raciales. En 2018, il a admis qu'en 1999, il s'était tenu au bord du pont de Brooklyn en pensant à mettre fin à ses jours. Il avait été une étoile montante se produisant avec Stomp et soudain, il était au chômage. Lucas ne l'a jamais contacté. Plus de 50 000 messages en ligne ont dénigré Jar Jar au cours du seul premier mois. Le personnage est apparu dans 3 films avec un total de 65 minutes de temps d'écran et est devenu la figure la plus détestée de l'histoire du cinéma moderne. Lucas a aggravé les choses en décidant de réaliser lui-même les 3 préquels. Il n'avait pas réalisé de film depuis 16 ans. Steven Spielberg et Ron Howard l'ont supplié de laisser quelqu'un d'autre le faire. Il a refusé. Pour l'Attaque des clones en 2002, Lucas a utilisé des caméras numériques coûtant 150 000 $ chacune. C'était le premier grand pan de film tourné entièrement sans film. Mais au lieu du succès, c'est devenu un avertissement. Le film contenait 2 de 200 plans d'effets numériques, alors que l'ensemble de la trilogie originale n'en contenait que 514 combinés. Les critiques ont fustigé les dialogues rigides. Nathalie Portman a déclaré plus tard qu'elle avait lutté chaque jour avec les répliques. Les scènes d'amour entre Anakin et Padme ont nécessité 47 prises chacune. Lucas ne savait pas comment guider les acteurs. Entre 1999 et 2002, les chiffres du box-office ont chuté de 35%. Lucas a passé 14 heures par jour dans la salle de montage pendant 2 années consécutives, isolé et épuisé. Il a réécrit des scènes pendant la post-production, ce qui a entraîné 40 millions de dollars de reshoot. Sur la revanche des Sith en 2004, il a caché les principaux points de l'intrigue aux acteurs jusqu'à la dernière minute. Hayden Christensen ne savait pas qu'il allait tuer des enfants que 3 heures avant le tournage. Samuel L. Jackson a appris sa mort grâce à une feuille d'appel. Les tensions étaient vives. La célèbre scène du « non,
a nécessité 18 prises parce que Lucas ne pouvait pas expliquer l'émotion qu'il voulait. Ewan McGregor en a tellement marre de jouer avec des balles de tennis sur des écrans verts qu'il a commencé à se plaindre publiquement. Lucas n'arrêtait pas de changer les combats au sabre laser quotidiennement. Christensen a fini par avoir des blessures au dos. Le tournage de 116 jours s'est prolongé jusqu'à 156 jours. La distribution a commencé à appeler Lucas l'ermite. Plusieurs ont demandé des modifications au scénario. Lucas a dit non. Même si les préquels ont rapporté 2,5 milliardaires de dollars au box-office, les fans se sont révoltés comme jamais auparavant. Plus de 350 000 personnes ont signé des pétitions demandant des remakes. Une pétition a atteint 380 000 signatures en 2012. Les fans ont collecté 200 000 dollars juste pour diffuser des publicités anti-préquels dans le Hollywood Reporter. En 2005, Lucas a reçu des menaces de mort qui ont dû être examinées par le FBI. De 2005 à 2008, les ventes de produits dérivés Star Wars ont chuté de 60%. Lucas a déclaré à Charlie Rose qu'il se sentait piégé dans une belle prison. Entre 2005 et 2012, il a dépensé 600 000 dollars en thérapie. Il a développé une insomnie chronique et a dû utiliser des somnifères pendant 7 ans. En 2014, il a comparé l'expérience des préquels à la guerre du Vietnam et a déclaré qu'il aurait dû céder le contrôle à quelqu'un d'autre après le retour du Jedi. Après son divorce en 1983, George est devenu père célibataire. Il a adopté 3 enfants, Amanda en 1941, Katie en 1988 et Jet en 1993. Mais derrière les portes du Skywalker Ranch, les choses se sont assombries. Le domaine de 4 acres est devenu sa cage. Lucas passait des jours sans voir un autre être humain. Sa routine était brutale. Debout à 4 heures du matin, travaillant jusqu'à minuit, survivant avec des barres protéinées et du café. En 2003, il avait perdu 16 kilos et avait l'air fantomatique. Son assistante, Jane Bay, a démissionné en 2004, inquiète pour sa santé mentale. Il a dépensé 2 millions de dollars en sécurité, convaincu que les fans le traquaient. Entre 2000 et 2006, il a pris des antidépresseurs. Il a même construit un théâtre privé où il regardait sa trilogie originale seul. Parfois, il pleurait. Ses enfants ont déclaré plus tard qu'ils le voyaient à peine pendant les années des préquels. Un ensemble d'idées, de personnages, de livres et de toutes sortes de choses. On pourrait continuer à faire Star Wars pendant les 100 prochaines années. Tout a changé en mai 2011. Lors d'un petit déjeuner avec le PDG de Disney, Bob Iger, Lucas a décidé de tout vendre. Il venait d'avoir 67 ans. Le 30 octobre 2012, l'accord a été rendu public. Disney a acheté Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars, la moitié en espèces, la moitié en actions Disney. L'accord comprenait Star Wars, Indiana Jones et les divisions d'effets visuels et audio de Lucas. Kathleen Kennedy a été nommée présidente. Lucas s'est retiré. Il est devenu consultant créatif, mais pas beaucoup plus. La vente a fait de lui l'un des cinéastes les plus riches de l'histoire. En 2015, Lucas a accordé une interview choquante à Charlie Rose. Il a appelé Disney « White Slavers », négrières blancs, et a déclaré qu'il leur avait donné des idées d'histoire détaillées pour les suites qu'ils avaient complètement ignorées. Il avait voulu raconter une histoire. Il voulait faire quelque chose pour les fans. « C'étaient mes enfants », a-t-il dit. « Je les aimais. Je les ai créés. Je les ai vendus. » Il s'est excusé plus tard pour le commentaire sur les négriers blancs, négriers blancs, mais le mal était fait. Il savait que s'il restait impliqué, il ne ferait que causer des problèmes. En 2025, quelque chose d'incroyable s'est produit. À 41 ans, George Lucas s'est finalement présenté à Comic-Con pour la première fois de sa vie. Mais il n'était pas là pour parler de Star Wars. Il est venu pour montrer autre chose, sa passion de toujours, le Lucas Museum of Narrative Art, qui devrait ouvrir ses portes en 2026 à Los Angeles. Il a révélé qu'il avait passé 50 ans à collectionner de l'art. Sa collection valait maintenant plus d'1 milliard de dollars.
Il deviendrait le cœur d'un musée de 28 000 mètres carrés avec 2 théâtres, des galeries et des expositions d'artistes comme Norman Rockwell. Il l'a appelé un temple de l'art populaire, non pas pour l'argent, mais pour l'émotion.